Ce vendredi-là, mon fils est parti pour Annecy avec sa femme et sa belle-mère pour assister au mariage d'un ami. Il m'a embrassé sur le front en me disant de ne pas s'inquiéter, que le week-end passerait vite. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que pendant ces 3 jours, j'allais découvrir qu'il avait préparé, dans le plus grand secret, les documents nécessaires pour me retirer ma maison en Ardèche, bloquer mes comptes et m'éloigner de ma propre vie. Il pensait que j'étais une vieille femme trop occupée à arroser ses plantes pour remarquer quoi que ce soit. Il avait tort. Je m'appelle Marguerite. J'ai 67 ans. Pendant 32 ans, j'ai enseigné le français dans un collège de Lyon. Et si j'ai appris une chose dans cette vie, c'est que les mots, qu'on les prononce ou qu'on les écrit, ne mentent jamais vraiment. Ils laissent toujours une trace. J'habite dans un appartement rue Salat, dans le 2e arrondissement, depuis que mon mari est décédé il y a 9 ans. Un appartement que j'ai acheté seul, avec ma retraite et les économies d'une vie entière passée à corriger des copies et à croire que transmettre quelque chose aux autres avait un sens. Mais la maison qui me tient vraiment au cœur, c'est celle de l'Ardèche, à Val-les-Bains. Une vieille bâtisse en pierre que mes parents m'ont laissée en héritage avec un jardin en terrasse, un figuier centenaire et une vue sur la rivière Volane qui me coupe encore le souffle chaque matin d'été. Mon fils Thomas a 44 ans, ingénieur informatique, sérieux en apparence, discret. Il a rencontré sa femme Nathalie il y a 6 ans. Une femme élégante, bien coiffée, avec un sourire qui n'atteint jamais tout à fait les yeux. Elle travaille dans une agence immobilière à Villeurbanne, ce qui, avec le recul, me semble presque une ironie cruelle. Sa mère Henriette vit à 2 rues de chez eux, dans un appartement que ma belle-fille lui a trouvé. Henriette est de ces femmes qui parlent peu, mais observent beaucoup. Je l'ai toujours senti, sans jamais pouvoir le prouver, comme le moteur silencieux de décision que mon fils présentait ensuite comme les siennes. Depuis 2 ans, Thomas et Nathalie habitaient avec moi rue Salat. C'était censé être temporaire. Nathalie avait dit que les loyers à Lyon étaient devenus impossibles, que ça leur permettrait d'économiser pour acheter. Je les avais crus. J'avais transformé la chambre d'amis, acheté un 2e réfrigérateur, libéré de la place dans les placards. Je faisais ça parce que c'est mon fils et parce que j'ai toujours pensé que la famille, ça se soutient. Ce vendredi matin, ils sont donc partis tôt pour Annecy. Le mariage avait lieu le samedi soir et ils voulaient profiter du lac le vendredi. Henriette les accompagnait, comme souvent depuis quelques mois. Ils avaient réservé un hôtel pour 3 nuits. Mon fils m'avait demandé si je pouvais relever le courrier, arroser les plantes du balcon et vérifier que le chauffe-eau ne faisait pas de bruit le soir. Des choses de rien. Bien sûr, avais-je répondu. Partez tranquille. Le samedi matin, il faisait un temps magnifique sur Lyon. J'avais bu mon café sur le balcon en regardant les toits, puis j'étais rentrée pour commencer ma journée. Je voulais relire un roman que j'avais laissé en suspens depuis 1 semaine, écrire quelques lettres à d'anciennes collègues, être marcher jusqu'au marché de la Croix-Rousse dans l'après-midi. C'est en passant dans le couloir pour arroser les plantes du balcon de leur chambre que j'ai remarqué la porte du bureau entr'ouverte. Thomas utilisait cette pièce pour travailler le soir, et nous avions tacitement convenu que chacun respectait l'espace de l'autre. Mais la porte était ouverte. Et sur le bureau, une chemise cartonnée verte était posée bien en évidence, comme si quelqu'un l'avait sortie rapidement et oublié de la remettre en place. Je suis restée un instant dans l'encadrement de la porte. Je n'avais aucune raison particulière de m'approcher. Et pourtant, quelque chose, une intuition que je ne saurais pas nommer autrement, m'a fait avancer. Sur l'étiquette de la chemise, j'ai lu mon prénom et mon nom de famille, Marguerite Aubert, suivi de la mention Dossier succession et gestion. Mon sang s'est refroidi. Je me suis assise sur la chaise du bureau et j'ai ouvert la chemise. Le premier document était une procuration générale rédigée en termes légaux, donnant à mon fils plein pouvoir pour administrer l'ensemble de mes biens, y compris la maison de Val-les-Bains, effectuer des virements depuis mes comptes et signer en mon nom auprès de toute administration ou établissement bancaire. La signature en bas de page était la mienne. Du moins, elle y ressemblait. Mais je n'avais jamais signé ce document. J'en étais certaine avec la même certitude absolue que je suis certaine de mon propre prénom. J'ai continué. Une estimation immobilière pour la maison de l'Ardèche établie par l'agence de Nathalie. 340 000 €. En bas de la page, une note manuscrite que je n'ai pas reconnue. Délai de vente estimé à 8 semaines, acheteur potentiel déjà identifié. Ensuite, un document d'une assistante sociale indiquant que j'avais montré des signes de confusion lors d'une visite à domicile que je ne me rappelais pas du tout avoir reçue, avec une recommandation de mise sous curatelle renforcée. Puis une brochure d'un établissement médicalisé à Bourg-en-Bresse, la résidence des Tilleuls, avec une chambre cochée au crayon. 190 € par jour. Et en bas,
griffonné à la main. À finaliser avant fin novembre. Nous étions au mois d'octobre. J'ai posé la chemise sur mes genoux et j'ai regardé par la fenêtre les toits de Lyon sans les voir. J'ai repensé à toutes les fois où Thomas m'avait dit que cette maison en Ardèche était trop grande pour moi seule, trop loin, trop difficile à entretenir. À toutes les fois où Nathalie avait glissé dans la conversation que les maisons de campagne coûtaient cher en entretien, que c'était dommage de laisser dormir un tel patrimoine. À toutes les fois où j'avais répondu que j'y tenais plus qu'à n'importe quelle autre chose matérielle dans ma vie, que mes parents y avaient vieilli, que j'y avais grandi, et qu'il n'était pas question de la vendre. Ils avaient donc décidé de ne plus me demander. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise dans ce bureau. Assez longtemps pour que la lumière change et que les pigeons sur le rebord de la fenêtre s'en aillent. Puis je me suis levée. J'ai pris mon téléphone et j'ai photographié chaque page, une par une, soigneusement, posée bien à plat sous la lumière du plafonnier. Quand j'ai eu terminé, j'ai remis la chemise exactement comme je l'avais trouvée. Porte entr'ouverte, chemise sur le bureau, comme si de rien n'était. Puis j'ai appelé Sylvie. Sylvie est mon amie depuis l'époque du lycée. On s'est connus à 10 à 7 ans sur les bancs du lycée Ampère, et on a traversé ensemble les décennies, les mariages, les deuils, les joies et les découragements. Elle est petite, vive, directe, avec des lunettes rondes et une façon de dire la vérité qui ne laisse pas de place aux faux-semblants. Elle habite à Caluire-et-Cuire depuis 30 ans. « Sylvie, c'est moi. Il faut que tu viennes. » Elle n'a pas posé de questions. 20 minutes plus tard, elle était à ma porte avec une baguette sous le bras, parce que Sylvie est de ces femmes qui pensent toujours qu'on mange mieux les choses difficiles avec du bon pain. Je lui ai tout montré. Elle a lu en silence, page par page, en ajustant ses lunettes à plusieurs reprises. Quand elle a eu fini, elle a posé la chemise sur la table et elle m'a regardée. « C'est grave, Marguerite. Très grave. Je sais. Est-ce que tu es sûre que tu n'as pas signé cette procuration un jour sans faire attention ? Parfois dans une pile de documents. Je n'aurais jamais signé ça, Sylvie. Tu me connais. » Elle a hoché la tête lentement. « Alors il faut agir maintenant, ce week-end, avant qu'il rentre. » La première chose que nous avons faite, c'est appeler le service client du Crédit Agricole, où je tenais mon compte principal depuis 40 ans. J'ai demandé à parler à un conseiller. La voix au téléphone était jeune, professionnelle. Je lui ai expliqué que j'avais des raisons de croire que ma signature avait été falsifiée et que je souhaitais bloquer immédiatement toute opération non initiée par moi-même en agence avec présentation de ma pièce d'identité. Il y a eu un silence. « Madame Aubert, je vais noter votre demande en urgence. Je dois vous informer qu'une procuration a effectivement été enregistrée sur votre compte il y a 3 semaines, au nom de votre fils. Mon souffle s'est bloqué. Est-ce que des opérations ont été effectuées depuis ? » « Pas encore, madame. Mais la procuration est active. Je veux qu'elle soit suspendue immédiatement, en attendant que je me présente lundi matin en agence avec les documents nécessaires. C'est noté, madame. Je consigne votre demande. » Lundi matin, demandez le directeur d'agence en personne et mentionnez ce numéro de dossier. Il m'a donné un numéro. J'ai tout noté sur un carnet. Après avoir raccroché, Sylvie et moi sommes restées silencieuses un moment dans la cuisine. Elle a posé sa main sur la mienne. Dehors, Lyon continuait son samedi ordinaire, avec ses bruits de marché et ses cloches lointaines. Ce soir-là, mon fils a appelé. Sa voix était légère, pleine de l'air du lac. « Tout va bien, maman ? Les plantes ? Tout va très bien. Profitez bien du mariage, on rentre mardi. Tu as besoin de quelque chose ? Non. Rien du tout. » J'ai raccroché et je suis restée debout dans le couloir, le téléphone dans la main, à écouter le silence de l'appartement. Le lundi matin, nous étions devant l'agence du Crédit Agricole, à 9h moins 5. Sylvie avait insisté pour m'accompagner. Elle avait mis sa veste bleu marine, celle qu'elle réservait aux occasions sérieuses. La directrice d'agence, une femme d'une 50aine d'années prénommée Madame Ferrière, nous a reçus dans son bureau avec la discrétion que la situation méritait. Ce qu'elle m'a dit m'a coupé les jambes. « Madame Aubert, votre fils s'est présenté ici le 12 octobre avec la procuration. Il a demandé un virement de 75 000 € vers un compte au nom d'une société immobilière enregistrée à Montpellier. Nous avons bloqué l'opération parce que la signature sur la procuration présentait des irrégularités mineures que notre service de vérification a relevées. Votre fils a dit qu'il reviendrait avec des documents complémentaires. Je me suis demandé à quel moment, dans quelle conversation, dans quel silence partagé autour d'une table, mon fils avait décidé que cela était acceptable.
Je souhaite déposer une réclamation formelle et demander le gel de tout mouvement sur le compte jusqu'à résolution. C'est votre droit absolu, madame. Je vous prépare les formulaires. De chez le Crédit Agricole, nous sommes allés directement chez Maître Bonnard, notaire rue Auguste Comte, avec qui j'avais traité la succession de mes parents. Sa secrétaire nous a accordé un créneau en urgence après que j'ai mentionné qu'il s'agissait d'une possible falsification de signature sur des documents patrimoniaux. Maître Bonnard m'a écouté sans m'interrompre. Il avait cette façon des notaires anciens écoles, de laisser le silence s'installer sans jamais paraître pressé. Quand j'ai eu fini, il a examiné les photos sur mon téléphone une par une. « La procuration est invalide », a-t-il dit simplement. Une procuration générale de cette nature nécessite obligatoirement une authentification notariale et votre présence physique devant un officier ministériel. Ce document n'a aucune valeur légale. Ce qui est en revanche sérieux, c'est la procédure de mise sous curatelle. Si quelqu'un a déposé une requête en ce sens auprès du juge des tutelles, vous devez en être informé officiellement et avoir la possibilité de vous défendre. Est-ce qu'une telle requête peut être déposée sans que je le sache? Non, madame. Vous devez recevoir une convocation. Soit vous ne l'avez pas encore reçue, soit elle a été interceptée. J'ai pensé au courrier que je relevais parfois en retard, aux enveloppes que Nathalie proposait toujours d'ouvrir pour moi quand mes mains me faisaient mal par temps de pluie. Il m'a conseillé de contacter immédiatement le tribunal judiciaire de Lyon pour vérifier si une requête avait été déposée en mon nom et, si tel était le cas, de mandater un avocat sans délai. Avant de partir, je lui ai demandé une dernière chose. « Et la maison de Val-les-Bains ? Ils ne peuvent pas la vendre sans moi ?» Il a souri d'un calme absolu. « Non, madame Aubert. Cette maison est dans votre patrimoine propre, hérité de vos parents. Sans votre consentement personnel, signé devant notaire, personne ne peut en disposer. Personne. » J'ai rangé mon carnet dans mon sac et je suis sortie dans la rue. Le mardi matin, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure à 11 heures. Sylvie était avec moi, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, et nous buvions un thé comme si c'était une visite ordinaire. J'avais décidé de ne pas changer de place dans l'appartement, de ne pas me préparer psychologiquement à un affrontement comme si c'était un combat. Je voulais juste rester moi-même, dans ma maison, à ma place. Mon fils est entré le premier. Il a posé son sac dans l'entrée et il a souri en me voyant. « Maman, ça s'est bien passé le week-end ?»« Oui. »« Asseyez-vous, Thomas. » Il a dû sentir quelque chose dans ma voix. Il s'est immobilisé. Nathalie est entrée derrière lui avec ses valises, et quand elle m'a vu dans le salon avec Sylvie, son visage s'est fermé d'un coup. Henriette n'était pas avec eux. Elle avait dû rentrer directement chez elle. « Thomas. »« Nathalie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Ils se sont assis sur le canapé côte à côte, comme des élèves qu'on convoque. J'ai posé la chemise verte sur la table basse. Mon fils l'a reconnue immédiatement. J'ai vu son regard changer. « Vous avez fouillé dans mes affaires. » Non. La porte était ouverte et la chemise portait mon nom. J'ai ouvert le dossier calmement. J'ai posé les documents un par un sur la table. Voici la procuration avec ma signature falsifiée. Voici l'estimation immobilière de la maison de l'Ardèche rédigée par ton agence, Nathalie. Voici le rapport de l'assistante sociale que je n'ai jamais reçu. Et voici la brochure de la résidence médicalisée à Bourg-en-Bresse avec la chambre cochée. Nathalie a voulu parler la première. Sa voix était maîtrisée, presque professionnelle. « Marguerite, vous interprétez tout mal. Nous voulions vous aider à anticiper l'avenir. La maison de l'Ardèche est un poids financier que vous ne réalisez pas. L'entretien, les taxes, les réparations, vous vouliez m'aider. Alors pourquoi avez-vous falsifié ma signature ? Ce n'est pas une falsification. Thomas a essayé de reproduire votre façon d'écrire pour. » Elle s'est arrêtée. Elle venait de dire exactement ce qu'il ne fallait pas dire. Mon fils avait baissé la tête. Il n'essayait plus de soutenir mon regard. « Thomas, je te pose la question directement. As-tu essayé de virer 75 000 € depuis mon compte le 12 octobre ? » Long silence. « C'était pour anticiper les frais de la résidence, » a-t-il murmuré. Nathalie disait que ça prenait du temps, qu'il fallait préréserver la chambre, la résidence que je n'avais pas demandée. La chambre que je n'avais pas choisie, avec mon argent. Sylvie, à côté de moi, n'a pas dit un mot. Elle était là, c'était suffisant. J'ai regardé mon fils. Ce fils que j'avais accompagné à l'école pendant des années avec son cartable trop lourd. Ce fils à qui j'avais appris à lire avec des livres que je choisissais moi-même, le soir, après mes heures de cours. Ce fils que j'avais soigné, soutenu, encouragé. Je cherchais dans son visage le garçon que j'avais connu. Il était là, quelque part, sous la honte.
Thomas, est-ce que tu réalises ce que vous avez fait? Il a levé les yeux. Ils étaient humides. C'est Nathalie qui a tout organisé. Moi j'ai juste... Non. Tu as signé. Tu es venu à la banque. Tu as mis ton nom sur ces documents. Ne me dis pas que tu n'as fait que suivre. Sa femme a posé la main sur son bras. Il l'a retirée doucement. Henriette a-t-elle participé à tout ça? Nathalie a répondu avant lui. Ma mère nous a seulement conseillé. Elle pensait que c'était dans votre intérêt. Son intérêt à elle, c'est que vous partiez d'ici avec de l'argent. Voilà ce que je lis dans ces documents. Le silence qui a suivi a été différent des autres, plus dense. Nathalie regardait ses mains. Mon fils regardait le sol. Je vais vous dire ce qui va se passer maintenant. J'ai déjà suspendu la procuration auprès du Crédit Agricole et déposé une réclamation formelle. J'ai consulté Maître Bonnard qui m'a confirmé que cette procuration est sans valeur légale. J'ai contacté le tribunal judiciaire pour vérifier si une requête de mise sous curatelle a été déposée en mon nom. Et j'ai tout photographié. J'ai vu Nathalie déglutir. Vous avez 2 semaines pour trouver un logement et quitter cet appartement. Vous pouvez emporter vos affaires personnelles. La cuisine que vous avez achetée avec votre argent peut partir avec vous. Mais rien de ce qui a été réglé avec ma carte et rien de ce qui appartient à cet appartement. Thomas a enfin parlé. Sa voix était petite. « Maman, je suis désolée, je ne pensais pas... » « Tu ne pensais pas à moi. C'est précisément le problème. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme ça, » a dit Nathalie en relevant la tête. « Thomas est votre fils. Vous avez une obligation morale. » Je l'ai regardé. L'obligation morale, Nathalie, c'était de me respecter. Ça, c'est fini depuis le 12 octobre. Je me suis levée. J'ai repris la chemise verte. Vous pouvez rester ce soir. Demain, je voudrais que vous commenciez les cartons. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai entendu des murmures dans le salon, puis le bruit de valises qu'on traîne vers la chambre d'amis. Puis plus rien. J'ai appelé ma cousine Hélène, avocate retraitée à Grenoble, pour lui raconter l'essentiel. Elle m'a écoutée en silence. Puis elle m'a dit, avec la précision qui lui était caractéristique, « Tu as plus qu'il n'en faut. Si tu veux poursuivre, tu peux. Le faux en écriture et la tentative de détournement sont des infractions pénales. » Je lui ai dit que je savais, mais que pour l'instant, ce que je voulais avant tout, c'était retrouver ma vie. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Thomas et Nathalie vivaient dans l'appartement comme des locataires qui auraient commis une faute et attendraient en silence l'expiration de leur préavis. Ils partaient le matin, rentraient tard. Nous nous croisions dans le couloir sans nous regarder. Je leur avais laissé l'usage de la cuisine entre 10 à 9 et 20 et 1 heure. Le reste du temps, l'appartement était à moi. Le jeudi, en fin de journée, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte de chambre. C'était une lettre de mon fils, écrite à la main, 3 pages. Il y racontait comment tout avait commencé. Nathalie lui avait montré des articles sur la gestion anticipée du patrimoine, lui avait parlé de situations qu'elle voyait dans son agence, des parents qui mouraient en laissant des maisons difficiles à vendre, des conflits d'héritage, des frais de succession. Elle lui avait dit que sa mère Henriette avait un ami notaire qui pouvait tout régler discrètement, que c'était courant, que c'était raisonnable. Il avait suivi. Pas par cupidité, disait-il, ou du moins pas uniquement, par lâcheté, par habitude de laisser les autres décider à sa place. À la fin de la lettre, il écrivait « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te demande juste de savoir que j'ai honte. Je la lettre posée sur ma table de nuit et je ne suis pas allée la lui rendre. » Il m'avait fallu des années pour comprendre que certaines choses ne s'effacent pas avec des mots, même bien écrits. Ce qui s'était passé était tracé quelque part, et ce n'est pas une lettre qui y changerait quoi que ce soit, même si elle était sincère. Nathalie, elle, ne m'a rien écrit. Elle est partie le samedi suivant avec 2 voitures chargées de cartons, et Henriette était là pour aider. Je les ai vues depuis la fenêtre du salon, sans me montrer. Henriette organisait, dirigeait, donnait des instructions. Elle n'a pas levé les yeux vers les fenêtres de l'appartement une seule fois. Mon fils est parti le dernier, avec sa voiture. Il s'est arrêté sur le trottoir et il a regardé vers le haut, vers mes fenêtres. Je n'ai pas reculé. Nous nous sommes regardés quelques secondes à travers le verre. Puis il est monté dans sa voiture et il est parti. L'appartement, ce soir-là, était différent, pas vide, allégé. Le lundi suivant, je me suis rendue en agence pour officialiser la clôture de la procuration et obtenir un courrier attestant de la tentative de virement bloqué. Madame Ferrière me l'a remis sans commentaire superflu, avec une discrétion que j'ai appréciée. Elle m'a juste dit, en me serrant la main, « Vous avez eu le bon réflexe, Madame Aubert. »
Le même jour, j'ai appelé le tribunal judiciaire de Lyon. Aucune requête de mise sous curatelle n'avait encore été déposée officiellement à mon nom. Maître Bonnard a confirmé que le document de l'assistante sociale était soit fabriqué de toutes pièces, soit le résultat d'une consultation informelle que rien ne permettait d'authentifier. Sans dépôt officiel, il n'y avait rien à contester juridiquement. C'était à la fois un soulagement et quelque chose d'infiniment triste. Ils avaient préparé un dossier contre moi, ils n'avaient pas eu le temps de le déposer. Les semaines qui ont suivi ont eu cette qualité particulière des débuts. Pas d'euphorie, pas de légèreté forcée, mais une sensation de reprendre pied quelque part où je n'avais pas posé le pied depuis longtemps. J'ai recommencé à cuisiner pour moi. Vraiment pour moi, pas en fonction des goûts de Nathalie ou des horaires de Thomas, j'ai racheté les épices que j'aimais et qui avaient disparu du placard au fil des mois. J'ai remis sur le buffet du salon la photo de mes parents devant la maison de Val-les-Bains, celle que Nathalie trouvait trop encombrante. Une semaine après leur départ, Sylvie est venue dîner. Nous avons mangé de la soupe de courge et du fromage de l'Ardèche, et nous avons parlé jusqu'à 11h du soir. Au moment où elle est partie, elle m'a dit « Tu as l'air de quelqu'un qui a retrouvé son appartement ?» « C'est exactement ça, lui ai-je répondu. Monsieur Leclerc, mon voisin du dessus, un homme d'une 60aine d'années, professeur de mathématiques à la retraite, a frappé à ma porte un jeudi matin avec un bocal de confiture de prunes de son jardin. Nous avions toujours échangé quelques mots dans l'escalier, jamais davantage. Il s'est assis à la cuisine et il m'a dit, avec la simplicité directe des gens qui ne s'embarrassent pas des formes, que pendant 2 ans, il m'avait vu rétrécir. Que lorsqu'il me croisait avec ma belle-fille, j'avais cette façon de disparaître un peu à chaque fois, que depuis quelques semaines, j'avais l'air de marcher différemment dans les escaliers. Je lui ai raconté l'essentiel. Il a hoché la tête en écoutant, l'air de reconnaître quelque chose. Ma sœur a vécu quelque chose de comparable, m'a-t-il dit. Ses enfants ont essayé de lui faire signer une procuration pour vendre son appartement à Bordeaux en lui faisant croire que c'était pour des raisons fiscales. Elle a refusé. Ils lui ont à peine parlé pendant 2 ans. Aujourd'hui, elle ne regrette rien. Je lui ai demandé si elle allait bien maintenant. Elle jardine tous les matins et elle prend des cours de poterie le mardi. Nous avons ri. 1 mois après leur départ, je suis montée en Ardèche pour un long week-end. C'était la fin octobre, l'air sentait les feuilles mouillées et la fumée de bois, et la volane était plus haute qu'en été. J'ai allumé un feu dans la cheminée du salon et j'ai passé le vendredi soir à lire dans le silence de la maison. Pas le silence de l'absence, celui de la présence à soi-même. Le samedi, j'ai marché jusqu'aux gorges de la Baume. Le chemin était encore praticable, les châtaigniers étaient dans leur plein roussissement. À un moment, je me suis assise sur un muret de pierres sèches et j'ai regardé la vallée en dessous de moi. Cette maison était là depuis 3 générations. Ma mère y avait appris à ma grand-mère à faire les confitures. Mon père y avait enterré le chien de son enfance sous le figuier. Moi, j'y avais appris à mon fils à faire du vélo sur le chemin de terre qui longe le jardin. Cette maison m'appartenait. Pas seulement légalement, profondément. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la chambre cochée dans la brochure de Bourg-en-Bresse. 190 € par jour. Je n'avais rien contre les établissements médicalisés. Ils ont leur place. Mais me faire croire que j'en avais besoin maintenant, à 67 ans, en bonne santé, autonome, lucide, avec une maison qui m'attendait et des amis qui m'aimaient, c'était une insulte d'une nature particulière. Pas seulement à mon intelligence, à ma dignité d'exister encore. Mon fils a rappelé pour la première fois 6 semaines après son départ. Un mercredi soir, la voix était différente. Moins assurée, moins lisse. Il m'a dit qu'il avait pris un appartement à Grenoble et qu'il avait commencé une thérapie. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner. Il m'a juste dit qu'il essayait de comprendre comment il en était arrivé là. Je lui ai dit que j'entendais ce qu'il me disait, que j'avais besoin de temps, que pour l'instant c'était tout ce que j'avais à lui offrir. Il a dit que c'était normal, que c'était juste. Quand j'ai raccroché, je suis restée un moment avec le téléphone dans la main. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'avoir à gérer ses émotions, plus des miennes. De Nathalie, je n'ai eu aucune nouvelle. Henriette non plus ne s'est jamais manifestée. J'ai appris par maître Bonnard que le médecin dont le nom figurait sur le rapport falsifié avait été signalé à l'ordre. Il avait contesté avoir rédigé quoi que ce soit en mon nom. L'instruction suivrait son cours, m'a dit le notaire. Dans ce genre d'affaires, la vérité finit toujours par trouver le bon couloir. Aujourd'hui, il fait un froid vif sur Lyon. Et depuis ma fenêtre du 2e, je vois les gens rentrer du marché avec leurs sacs remplis de légumes d'automne. Sylvie vient dîner ce soir.
Monsieur Leclerc m'a prêté un livre sur l'histoire des volcans d'Auvergne que je lis en ce moment avec un plaisir que je n'aurais pas pu imaginer il y a 2 mois. Et vendredi prochain, je remonte en Ardèche pour un week-end avec 2 anciennes collègues du collège, des femmes que j'avais un peu perdues de vue ces dernières années et avec qui j'ai repris contact cet automne. Il m'a fallu 67 ans et une chemise verte pour comprendre quelque chose que j'aurais dû savoir plus tôt, que prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme, que poser ses limites n'est pas de la dureté, et que le courage ce n'est pas toujours de partir vers quelque chose. C'est parfois simplement de rester là où l'on est, chez soi, debout, dans sa propre vie. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écrivez. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait ? Votre témoignage compte et il pourrait aider quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.